3 mois après le début du mouvement, les Gilets jaunes rempilent pour un 13e samedi consécutif. Malgré les tentatives de diabolisation, la mobilisation bénéficie toujours du soutien populaire. Marseille, terre de règlement de compte. Après une accalmie en 2017, les assassinats liés au trafic de drogue sont repartis à la hausse l'année dernière, malgré la présence policière. C'est une réforme très attendue par de nombreux Français, la simplification de l'accès au permis de conduire. Le président Macron s'est engagé dans cette voie, mais va devoir faire face à des résistances de professionnels du secteur. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Gilets jaunes repartent pour un tour. Après un acte 12 placé sous le signe des blessés, les manifestants vont de nouveau descendre dans les rues samedi. À l'aube de l'acte 13, le soutien des Français envers le mouvement ne faiblit pas. Thibaut Bastide. Semaine après semaine, les Gilets jaunes continuent de battre le pavé. Samedi, ils seront de nouveau dans les rues pour manifester leur colère à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron, et ce pour le 13e samedi consécutif. Après la mobilisation pour l'acte 12 en hommage aux nombreux blessés, les Gilets jaunes pourraient de nouveau se disperser sur le territoire et multiplier les manifestations. Ainsi, des défilés seront une nouvelle fois organisés dans les bastions forts de la mobilisation, à savoir Bordeaux, Lyon, Toulouse, Rennes et Marseille. Quant à Paris, les Gilets jaunes pourraient mener des actions autour des Champs-Élysées comme lors des toutes premières manifestations. 3 mois après le début du mouvement, une chose est sûre, la détermination reste la même. Malgré les tentatives du ministère de l'Intérieur de minimiser le nombre de manifestants, force est de constater qu'ils sont systématiquement au rendez-vous. D'ailleurs, ils peuvent toujours compter sur le soutien d'une majorité de Français. Selon un sondage YouGov, ils seraient 64% à toujours exprimer leur sympathie au mouvement. C'est 2 points de plus que lors du précédent sondage. Autre indice fort, l'opinion publique estime majoritairement que le mouvement doit se poursuivre pendant les 2 mois du grand débat national. Un signal envoyé à Emmanuel Macron alors que ce dernier tente par tous les moyens de faire vivre son grand débat national. Cependant, lors de chacun de ses déplacements, il a pu constater qu'une délégation l'attendait de pied ferme, comme à Autun, en Saône-et-Loire. On n'avait pas trop d'espoir de toute façon de pouvoir l'approcher, même pas de le voir. Simplement, on veut montrer que la mobilisation, elle continue, parce que tant que le dialogue national ne sera pas terminé, il est hors de question qu'ils s'imaginent que le mouvement va s'arrêter, qu'il aura gagné. Nous, en tant que Gilets jaunes, on veut que nos revendications soient entendues. Donc, si on ne continue pas le mouvement jusqu'à la fin du dialogue, ça ne servira à rien. Si les revendications restent diverses, la contestation a tout de même pris un nouveau tournant cette semaine. Pour la première fois depuis le 17 novembre dernier, les Gilets jaunes ont marché main dans la main avec la CGT, le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot ou encore le PCF. Un rapprochement risqué avec l'extrême gauche alors que la majorité des manifestants ne souhaitent pas être rattachés ou assimilés à une couleur politique. De quoi faire naître une possible division au sein des cortèges et donc faire le jeu d'Emmanuel Macron qui n'espère qu'une chose, que le temps fasse son œuvre pour arriver à endiguer les mobilisations. L'année 2019 débute sur les chapeaux de roue à Marseille. Après une accalmie en 2017, les règlements de compte liés au trafic de stupéfiants repartent à la hausse, un phénomène que les pouvoirs publics ont bien du mal à endiguer. Thibaut Bastide. 2 morts en à peine un mois, Marseille n'en a pas fini avec les règlements de compte. Plaque tournante du banditisme et du trafic de drogue, la cité phocéenne a bien du mal à se défaire de sa très mauvaise réputation. Il faut dire que les chiffres ont de quoi donner des sueurs froides. Après une légère accalmie en 2017, les assassinats liés aux différents trafics sont repartis à la hausse l'année dernière. En 2018, 21 règlements de compte liés à la drogue ont causé la mort de 23 personnes, contre 13 règlements de compte et 14 morts en 2017, une augmentation de 60% qui coïncide avec la moyenne marseillaise depuis la création d'un préfet de police des Bouches-du-Rhône. Avec 2 morts durant le mois de janvier 2019, le phénomène se poursuit sur les mêmes bases. Des assassinats perpétrés en pleine rue à l'aide de Kalachnikov, avec des victimes souvent très jeunes, en moyenne une vingtaine d'années. D'ailleurs, c'est ce qui inquiète les pouvoirs publics. Alors que les chiffres 2018 en matière de lutte contre les trafics sont plutôt bons, les forces de l'ordre sont de plus en plus confrontés à des adolescents plus préoccupés par le prix d'une barrette de cannabis que par les bancs de l'école, comme nous l'explique le conseiller régional Rassemblement National de Provence-Alpes-Côte d'Azur et conseiller municipal de Marseille, Stéphane Ravier. Ces employés, parce qu'ils considèrent effectivement que c'est un emploi, ont désormais 14, 12, voire 10 ans.
Ils sont là, vous savez, au pied de leur immeuble, dans leur cité, c'est leur monde, hein, ça ne va pas plus loin. Sauf les magasins, les boutiques de sport ou de luxe dans lesquels ils vont dépenser leur argent. Donc pour eux, c'est un travail qui va leur permettre d'obtenir, de se vautrer dans la société de consuméristes, mais aussi de mettre, de l'argent, du beurre dans les épinards ou de partir en vacances au bled. L'argent gagné est un véritable salaire qui va permettre à toute une famille de vivre. Ils sont de plus en plus jeunes, donc ils sont déscolarisés. Voilà, ils sont dans une démarche d'activité professionnelle parce que c'est tellement répandu. Tout le monde fume alors, et puis dans chaque cité ça deal, après tout. Pourquoi pas je vais quand même pas me casser le bol à aller à l'école pendant 10 ans pour gagner 1 200 € par mois. Je les gagne par semaine au pied de mon immeuble avec mes amis et la police de temps en temps vient faire un petit tour, éventuellement me mène au poste pendant quelques heures et puis je regagne la cité et puis je retrouve mon boulot. En effet, baignés dans l'hyperviolence et le trafic de drogue depuis leur plus jeune âge, ces enfants n'ont pas la sensation d'être en dehors des clous. Pire, ils ont le sentiment d'avoir un travail comme un autre. Et comme dans chaque entreprise, ils espèrent progresser dans la hiérarchie. De ce fait, les bons résultats de la lutte contre le narcotrafic viennent paradoxalement faire le jeu de ces petits dealers et relancent la guerre des clans. Tel l'hydre de la mythologie grecque, plus la police coupe de tête, plus il en repousse. Une situation difficilement gérable, mais pas impossible à endiguer. Pour y remédier, il faut avoir, et même pour la battre, il faut avoir la volonté politique, parce que la police ne demande que ça. On a entendu une sénatrice socialiste estimer qu'il fallait envoyer l'armée, ce qui est une sottise absolue, que l'armée ne connaît pas le terrain. Par contre, la police, elle connaît le terrain, et elle connaît les trafiquants. Elle les a arrêtés X fois. Mais il n'y a pas de suivi derrière. Là, encore une fois, nous avons une justice qui est injuste et qui ne condamne pas, comme elle devrait condamner, ce trafic de mort. Eh bien, donc il faut donner les moyens à la police, en hommes et en matériel et en soutien, moral, et puis qu'une justice soit juste, qu'elle condamne sévèrement, qu'elle puisse à nouveau expulser les trafiquants étrangers, car mon petit doigt me dit qu'ils sont nombreux, être impitoyable, la tolérance zéro, parce que, encore une fois, tous ces trafiquants sont connus, les sites de vente sont connus. Alors il faut être impitoyable, il faut que les douanes coopèrent, il faudrait que nos amis, entre guillemets, du Maghreb, qui sont gros fournisseurs, prennent ce problème à bras le corps. Donc il y a une volonté politique, et là où il y a une volonté, il y a des résultats. Mais encore une fois, la volonté avec le gouvernement Macron et les républicains locaux, ou même nationaux, n'existe pas en réalité. Cependant, le temps presse car le constat est d'autant plus inquiétant que cette hyperviolence commence à s'exporter dans tout le département des Bouches-du-Rhône jusqu'à Aix-en-Provence ou les Temps de Berre. La simplification du permis de conduire en ligne de mire, alors qu'obtenir le précieux sésame permettant de circuler en automobile est toujours coûteux et pénible, le président de la République s'est engagé à faciliter l'accès au papier rose, de quoi susciter des levées de boucliers des professionnels du secteur. Simplifier le permis de conduire, le président de la République a profité d'un déplacement devant des jeunes à l'Étang-sur-Arroux en Saône-et-Loire pour évoquer ce sujet. En plein grand débat, le pensionnaire de l'Élysée a proposé de faciliter l'obtention du permis dans le cadre notamment du service civique, le service national universel qu'il entend généraliser dès 16 ans. Une annonce qui laisse planer pas mal d'interrogations, ce service n'étant encore qu'au stade expérimental. Les professionnels du secteur, pour qui la réforme pourrait largement porter atteinte à leurs intérêts, devraient aussi se placer sur la route du président. Un rapport du député LREM du Gard, Françoise Dumas, avait déjà donné des pistes. Le député y préconisait notamment des cours de sécurité routière au collège et au lycée, ainsi que le passage du code, examen théorique obligatoire et antérieur au permis, lors du service national universel. Autre mesure envisagée, la possibilité donnée aux candidats de s'inscrire directement à l'épreuve du permis, une disposition qui ferait perdre aux auto-écoles leur monopole en la matière et qui les fait donc grincer des dents. Et pour cause, avec ce monopole, les écoles de formation à la conduite pouvaient retarder à leur guise le passage de l'examen, facturant toujours plus d'heures de conduite aux clients, avec une heure comprise entre 35 et 55 €. On comprend la gêne causée dans les auto-écoles. Si le rapport inquiétait déjà les professionnels du secteur, l'évocation du sujet par Emmanuel Macron en réunion publique a poussé les syndicats représentant le personnel et les propriétaires d'auto-écoles à une manifestation lundi dès 6h30 pour bloquer le périphérique parisien.
Et pour cause, les syndicats de ces professions s'inquiètent de la disparition des auto-écoles dites traditionnelles, une disparition qui mettrait à mal des emplois certes, mais qui serait probablement bénéfique pour de nombreux jeunes et moins jeunes. En effet, le permis de conduire est devenu non seulement un permis difficile à obtenir, mais surtout un commerce juteux, commerce dans lequel se sont engouffrés les professionnels du secteur. Si le forfait de base pour obtenir l'autorisation de conduire est de 1 200 €, le coût avoisine plus souvent les 2 000 €, voire plus dans de nombreux cas. Un coût en temps et en argent pas négligeable pour les jeunes et les travailleurs qui ont besoin du permis, et encore plus à l'heure où la mobilité, chère à Emmanuel Macron, est indispensable pour trouver sa place sur le marché de l'emploi. Véritable serpent de mer en France, la question de la simplification du permis de conduire sera un test pour l'exécutif. Il devra soit passer en force, quitte à se mettre les auto-écoles à dos, soit choisir le statu quo et, comme les majorités successives, jouer la carte moins courageuse, mais plus probable, de l'immobilisme. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Thomas Lerue. Courage Fillon, le chef du GSPM, le groupe de sécurité du Premier ministre Marie-Élodie Poitou, a démissionné afin d'écarter toute polémique. Elle a nié être liée à la fameuse conversation entre Alexandre Benalla et Vincent Crasse, dont un enregistrement a été relevé par Mediapart. La commissaire a expliqué avoir rencontré Alexandre Benalla fin juillet avec son compagnon Choukri Wakrim à leur domicile. Mais Vincent Crasse, que le chef du GSPM dit ne pas connaître, n'était pas présent à cette réunion d'après elle. Selon Matignon, le policier a également démenti que son compagnon ait pu organiser cette rencontre chez elle en son absence. Les perquisitions n'en finissent pas. Le numéro 2 de la liste La France Insoumise aux élections européennes, Manuel Bompard, a été perquisitionné pendant 5 heures à son domicile de Toulouse jeudi matin. L'intervention de la police a eu lieu dans le cadre de l'enquête sur les comptes de campagne du parti pour la présidentielle de 2017. Dénonçant une dérive autoritaire inquiétante, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon a mis cette affaire en parallèle avec la perquisition qui a eu lieu il y a 3 jours à Mediapart. Sur son compte Twitter, Manuel Bompard ironise « Si vous cherchez le coffre-fort de Monsieur Benalla, il n'est pas chez moi ». Règlement de compte autour de l'affaire Baupin. Cécile Duflot a témoigné ce jeudi à la barre lors du procès en diffamation intenté par Denis Baupin contre Mediapart, France Inter et plusieurs femmes l'accusant d'agression sexuelle. Apparu bouleversé, l'ex-député écologiste a raconté comment l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale l'aurait agressé. Entre accusations, déni, catharsis et révélation de secrets, le procès déchire les anciens responsables d'Europe Écologie Les Verts. L'ancien ministre du Logement et autrefois ami de Cécile Duflot, Emmanuel Cos, a défendu son mari, qu'elle qualifie de séducteur, mais en aucun cas un agresseur. Profanation et vandalisme dans l'indifférence générale. Tabernacle cassé, hosties projetées, excréments jetés sur les murs de l'édifice et objets religieux dégradés. Les faits ont été constatés mercredi dans l'église Notre-Dame-des-Enfants à Nîmes. Le parquet de la préfecture du Gard a ouvert une enquête confiée aux policiers de la sécurité départementale de Nîmes. D'autres actes de vandalisme ont eu lieu cette semaine à Houille, dans l'église Saint-Nicolas, et dans la cathédrale Saint-Alain à Lavore, où l'incendie qui a ravagé le lieu de culte est assurément d'origine criminelle. Le corps repêché est celui d'Emiliano Sala. Il aura fallu 36 heures pour que les autorités publiques anglaises en soient convaincues. Après des analyses corporelles, elles en sont arrivées à la conviction tard jeudi soir que le corps repêché au nord de Guernesey mercredi matin était bien celui de l'Argentin Emiliano Sala. La fin d'un drame qui a ému le monde du football. L'ex-attaquant du FC Nantes n'avait que 28 ans. Le corps du pilote David Ibbotson n'a pas encore été retrouvé. Immersion interactive au musée Grévin. Samedi, le musée du Vrai-Semblant franchira une nouvelle étape grâce aux technologies multimédia, permettant ainsi d'interagir dans l'histoire de France et l'actualité pour une émission poussée. Et là, le but, c'est d'être plongé dans un décor, dans une ambiance, et pas seulement effectivement être passif. Alors il y a des personnages qui sont extrêmement populaires, il a fallu les replacer dans des salles beaucoup plus grandes, et il y a un personnage où les gens font la queue pour pouvoir faire une photo avec lui, c'est Mbappé. Chaque année, 4 ou 5 personnalités font leur entrée au Panthéon de Cire, selon 2 critères, les mêmes depuis 1888, popularité et excellence. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, l'UMA renfloué par la Croix et les mutuelles. Ce soir, retrouvez également Bistro Liberté. Deuxième des choses, certains disent oui, mais le référendum c'est bien mignon, mais... Et d'ailleurs, c'est un de vos invités, je crois qu'il avait dit. C'est quand même donner la parole à des gens qui aiment l'OM ou le PSG.
et qui suivent religieusement les ch'tis contre les Marseillais sur NRJ12, un concurrent. Et que donc, à partir de là, bon, quand même, leur donner la parole, est-ce qu'ils le méritent? Quoi qu'on en pense, c'est quand même des Français. Ah, mais... Et des citoyens et des électeurs. Mais déjà... Tous ceux qui aiment l'OM. Enfin bon, non, je plaisante, je plaisante. Déjà, les Marseillais, pitié. Déjà, mais qui juge de ce qui est bon ou pas? Parce que bon, c'est bien gentil de critiquer celui qui fait un barbecue devant le PSG ou devant l'OM, mais est-ce que c'est pire de regarder son match de foot que de passer sa soirée dans un bar à pute comme Strauss-Kahn? Est-ce que c'est pire? On peut choisir? Non. Et samedi, découvre un nouveau numéro du Samedi Politique. Élise Blaise reçoit le magistrat et membre de l'Institut fiscal Vauban, Charles Prat, pour évoquer la fraude aux allocations et le consentement à l'impôt, thématique chère aux Gilets jaunes. On avait 1 800 000 numéros de sécurité sociale en France attribués sur la base de faux documents. Un peu embêtant quand même. La Cour des comptes n'a jamais parlé de ce sujet-là. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas dessus? Je vous rassure, la Cour des comptes n'a jamais depuis parlé du sujet. Quand un commissaire aux comptes passe sous silence un tel problème, il y a un sujet. Il y a 1 an, passé en jugement à Strasbourg, c'est un monsieur algérien qui a priori était en situation irrégulière, hein, il y a pas de problème, etc. Il s'est créé une fausse identité irakienne. Parce que ça doit être beaucoup plus facile de faire des faux papiers irakiens, il n'y a pas de souci. Il a quand même pris 32 000 € en 2 ans et demi. Hein. Donc c'est vraiment, c'est de la pure escroquerie. Hein. Ce qui est certain, c'est que comme la France est particulièrement généreuse en matière d'aide sociale et d'allocation sociale, il est évident que la France est particulièrement touchée par ce type de problématique. Parce que, en réalité, c'est assez simple d'obtenir des prestations sociales. Dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à l'islam. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Vous vous souvenez de cet ancien postier dont je vous ai parlé, qui faisait son gilet jaune itinérant sur tous les ronds-points du coin? Eh bien, il a sauté le pas, il est allé de Campagnol à Paris dans le fourgon de l'un de ses amis qui avait des trucs à prendre à Rungis. Il a dormi dans le fourgon et il a pris le RER un samedi matin aux aurores. Il est arrivé dans le Saint des Saints, en l'occurrence le trajet Bastille-République, pour en rapporter quelques impressions originales et aussi quelques paroles glanées sur le parcours. Paroles qui, vous allez voir, se distinguent très nettement de ce qu'on entend à la télévision. D'abord, la première chose qu'il m'a dite, et qui témoigne selon lui de la duplicité des médias, c'est qu'on entendait partout Benalla en prison dans le cortège, alors qu'aucune télévision n'a laissé passer ce slogan à l'antenne. C'est bizarre. Donc il m'a dit au bar, et déjà, et d'une, ils essaient de te faire croire que ce sont 2 affaires distinctes, les Gilets jaunes et Benalla, mais justement non. Alors je lui dis, pour toi c'est la même chose. C'est contre ces méthodes, contre cet argent caché, contre ce président qui fait ses coups en douce, qui nomme les magistrats pour faire enterrer le dossier, qu'on se bat justement, nous autres, me dit-il. Et dans le cortège, tu peux me croire, tout le monde était convaincu que Benalla était un symptôme de la voyouserie qui ronge la France. Tout le monde disait que Macron égale Nixon. Les mecs à Benalla, c'est comme les hommes du président. Ils se racontent entre eux que le patron leur dit « Allez, vas-y, ne vous faites pas piquer. » Tranquillement, comme ça, me dit-il. Ils discutent entre eux d'aller chercher des preuves sous le nez des flics et ensuite d'aller planquer le pognon au Maroc et au Sénégal. Et la presse ne dit rien. Et il n'y a pas un seul de ces jeunes-là qui réunit dans les salles des fêtes pour lui dire « Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes en plein délire, là ?» Mais surtout, et là, il fallait vraiment le voir sur place, quand on s'est pointé avec Julien. Julien, c'était donc son copain, un propriétaire de fourgon, le samedi vers 14h à la République. On a vu les flics qui titillaient la foule, là, qui faisaient des poussettes épaules boucliers pour dévier les gens après la bouche du métro.
C'était vraiment sans ménagement, ils étaient assez énervés. Et c'est toujours lui qui raconte là. Et là-dessus, tu vois pas qu'il y a 2 ou 3 groupes de 40 mecs complètement estampillés extrême gauche, visière, masque, vêtements de moto renforcés au coude, qui déboulent de derrière les flics, qui passent à côté sans problème. Et ensuite, ils se mélangent au papy, là. Et puis, ils se retournent vers les flics aussitôt, qui commencent à les cogner immédiatement. Et tout le monde criait dans la foule, mais pourquoi vous les avez laissés passer en vous écartant tout à l'heure, puisqu'ils viennent se battre avec vous? On vous a donné des ordres, comme quoi il fallait les laisser passer pour pouvoir les photographier, c'est ça? Pour ensuite passer ça en boucle au journal et pour dire ensuite que c'est des types montés du Tarn-et-Garonne qui ont été violents, c'est bien ça. Je te promets, me dit-il, les gens qui encadrent les Gilets jaunes étaient furieux. Ils disaient que tout ça c'était un coup monté et que dès la semaine prochaine, on retournait aux Champs-Élysées parce que là, au moins, on confondrait pas extrême gauche et Gilets jaunes. En fait, depuis que les manifestations ont lieu dans les quartiers du genre Bastille, toute la pègre anarchiste remonte. Moi, je dis, dit-il, qu'il faut s'éloigner des bouches d'égout parce que si on veut pas voir monter les rats. Apparemment, les types de chez nous avaient l'air de dire qu'ils ne tomberont pas dans le piège une fois de plus, et ils disaient les 2 mâchoires du piège, c'est simple, c'est d'une part les traîtres du genre Mamie Récup, là, avec sa petite gueule de salon de coiffure, qui veulent faire des listes au Parlement européen et qui trouvent que le grand débat aborde les vraies questions, et puis de l'autre, il y a les casseurs de banlieue extrême gauche qui sont nettement favorisés par les flics, c'était flagrant, je l'aurais pas cru si je l'avais pas vu, et je suis même sûr qu'il y avait des flics déguisés en militants. Et entre les deux, il y a nous. Il y a les vrais gilets jaunes, 90%, qui allons sortir de la mâchoire pour aller visiter les sièges sociaux, les médias, les GAFA, par exemple aussi l'immeuble où était logé Benalla, Quai Branly, les agences d'information, tout ce qui est symbolique pour montrer qu'on ne va pas se laisser enfermer dans leur logique anti-casseurs. Nous, ce qu'on veut, c'est désigner des anomalies. On veut montrer aux gens que où sont les gros salaires, les gros profiteurs, ceux qui font, combien ils nous mentent. Mais toi, ai-je suggéré, il faut que tu parles d'urgence à Gustave, parce qu'il a des idées là-dessus. D'ailleurs, il me l'a dit. C'est malheureux de voir que malgré leur originalité, m'a-t-il dit, les gilets jaunes se laissent déborder de tous les côtés par ceux qui veulent gagner la bataille de l'opinion. Gustave m'a dit textuellement, hier, il y a des trucs simples à faire pour mettre les rieurs, les gens généreux, les gens sans préjugés, les gens sans armes de ton côté. Et il m'a dit, jusqu'ici, la seule chose que les gilets ont trouvé pour rester populaires, c'est d'arborer des yeux au beurre noir et des bras dans le plâtre. Ça va pas marcher toujours. Déjà, ils vont manquer de combattants parce que lorsque tu montres des estropiés comme ça, tu dissuades les gens qui ont peur de venir. C'est bien ce que disaient les types samedi, a répondu le postier. Il disait qu'il fallait faire des trucs spectaculaires, mais courts. Écoute, lui ai-je dit, propose à Gustave de monter à Paris samedi, pas celui-là l'autre. Il a tellement de bonnes idées qu'il faut qu'il rencontre tes 4 bonheurs là. Si tu insistes, il le fera. Et là, j'ai quitté mon postier là-dessus, sans trop y croire, mais vous allez voir demain que j'avais tort de ne pas y croire. Abonnez-vous. Loin de nos regards, du côté de la cour, vient de se produire un événement d'une gravité inouïe, qui serait passé sous silence si Grégoire Pupinck du Centre européen pour le droit et la justice ne s'était attaché à le mettre en lumière et à le dénoncer. De quoi s'agit-il? Un récent arrêt de la Cour européenne admet à présent le principe de l'application de normes de la charia en Europe. Jusqu'alors, la Cour déclarait la charia incompatible avec les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Aujourd'hui, un État peut désormais, je cite, créer un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers. En d'autres termes, un État européen peut accorder à sa communauté musulmane la liberté d'être régie par des normes de la charia, sans que cela soit, en soi, contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Cet arrêt ne fait ni plus ni moins qu'institutionnaliser le communautarisme. Il repose sur une conception délétère de la société, nourrie d'un libéralisme outrancier, ayant pour vocation de fractionner à l'infini en des groupes clos, soucieux de faire aboutir et reconnaître comme légitimes leurs revendications au mépris du bien commun et de l'identité collective. En réalité, il y a un petit garde-fou prévu. L'État ne doit pas imposer la charia.
on remercie la Cour. La charia doit rester optionnelle et faire l'objet de choix libres, d'un consentement de la part des citoyens. Évidemment, tout cela sont de pieuses intentions, puisque dans les faits, nous savons bien qu'en France existent depuis longtemps déjà des territoires où les codes islamiques ne sont plus des options et où l'exercice de la liberté n'est plus que nominal. Comme le rappelle Pupinck, cette dérive est extrêmement dangereuse. Elle signe le refus des institutions européennes de défendre notre modèle de civilisation en établissant des droits de l'homme assis sur une sorte de consentement communautaire. La Cour vient de révolutionner notre système de valeurs, cela dans un silence général. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. À très bientôt.